Salut tout le monde, bienvenue à ce septième vidéo sur le jeu Nevsky publié par GMT Games en 2019. Dans cette vidéo, on va voir, non pas toute la phase de campaign parce qu'il y a du stock en sacrament à voir, mais au moins le début là, de la phase de campaign puis comment ça va se passer là, de manière générale. D'abord, dès que la phase de campaign commence, c'est le moment où vous allez compter le nombre de capabilities que vous avez, là, des capabilities globales, pas des capabilities dislord, des capabilities globales que vous avez glissées en dessous du plateau, là. Vous allez compter le nombre de capabilities globales que vous avez par rapport au nombre de seigneurs que vous avez en jeu. Et vous ne pouvez pas à ce stade-ci avoir plus de capabilities globales que vous avez de seigneurs en jeu. Fait que si par exemple, là, il y a trois seigneurs teutons en jeu, là, si je m'étais énervé pas mal dans ma phase de muster, là, puis que j'avais mis quatre capabilities globales, ben là, à cette étape-ci, il faudrait que j'en défausse une. C'est rarement un problème, là. Ben, à moins soit que vous en ayez beaucoup de capabilities globales, ou à moins que vous ayez un sérieux manque de seigneurs sur le jeu, là. C'est sûr, quand on tombe à un ou deux seigneurs sur le jeu, là, on n'est plus en mesure d'avoir autant de capabilities globales qu'on voudrait, là. Mais bref, c'est rarement un problème, mais c'est là que ça se passe. Ensuite, et là, ça c'est excellent et incroyable. Ensuite, bon, je vais vous le montrer dans le module. En gros, là, on va parler de l'autre deck, là, le deck Command ici. Là, on a parlé du deck Arts of War en masse, là. Mais là, on va parler de l'autre deck de cartes spécifique à chaque joueur là, dans ce jeu-là, qui est le deck de Command. Ce deck-là, il ne sera pas brassé nécessairement, là, c'est des cartes. Chaque joueur a trois cartes de commandement pour chacun de ses seigneurs et a trois cartes pass. OK? Donc, chaque joueur a au total 21 cartes de commande, 3 pour chacun de ses 6 lords, plus 3 cartes de passe. Ce deck-là, comme je disais, on le brassera pas là, dans le module vassal. C'est écœurant, encore une fois. Holy shit. Vous avez cette fenêtre-là ici, vous cliquez là, Click to start a new plan. Il prend automatiquement toutes les cartes de votre deck. Il vient de les placer là, justement là, en trio de cartes par seigneur. Puis là, ce que vous faites finalement, là, vous êtes en train de vous préparer un petit deck de cartes qui ne sera pas shufflé, qui ne sera pas brassé, mais qui va être mis dans un certain ordre. Et ça va être l'ordre d'activation de vos seigneurs ce tour-là. Et là, vous voyez, c'est un rappel en plus là, dans cette fenêtre-là, dans Vassal, là, mais l'été, vous avez le droit de mettre 6 cartes dans votre deck de commandement. L'hiver, vous avez le droit de mettre 4 cartes uniquement. Puis en saison de Rasputitsa, là, au printemps ou la saison de la boue, vous avez le droit de mettre uniquement 5 cartes. Là, c'est les fameuses valeurs qu'on avait là, dans le haut du calendrier ici. C'est ça que ça veut dire. Chaque joueur peut faire ça simultanément là, pour faire changement, parce qu'en théorie, c'est fait dans le secret. Là. Vous regardez vos affaires, puis vous montez votre deck, puis quand vous êtes prêt, vous mettez votre deck là, face up, je veux dire face down, évidemment. Là. Votre adversaire ne saura pas c'est quoi. Puis vous dites je suis prêt, puis lui, il fait pareil. Fait qu'en théorie, ça peut se faire simultanément. Là, si vous êtes comme moi en personne, si j'ai bien de la misère avec ça, moi, je vais rechecker mon deck. J'ai toujours la phobie, moi, de mettre mon deck à l'envers. C'est comme pas intuitif. Comme normalement, si vous bâtissez votre deck en mettant les cartes une par-dessus l'autre, bien évidemment, la première carte que vous mettez, c'est le dernier seigneur qui va s'activer. Puis là, vous mettez des cartes par-dessus jusqu'à la première au top. Là. Mais moi, je suis du genre là, à regarder à peu près 20 fois, à être certain que mon deck est correct. J'ai toujours la phobie, on dirait même là, quand je vais flipper une carte, de dire voyons, si j'ai inversé l'ordre des seigneurs, en tout cas. Tranche de vie, là. Mais dans Vassal, il n'y a pas de risque, là. Première carte, deuxième carte, troisième carte, quatrième carte. Fait que je dirais, mettons, je vais activer Herman. Après ça, t'as un Knud et Abel deux fois. Après ça, Herman une autre fois. Knud et Abel une autre fois. Puis, ce qui là, qui est Yaroslav qui est sur le jeu. Voilà, bingo. J'ai mes six cartes. Alors, dans Vassal, je pèse sur Click to send plan to deck. Et automatiquement, pouf, ces cartes-là sont toutes parties. Puis sont arrivées ici, là. Fait que là, voilà mon petit deck de 6 cartes cachées de mon adversaire, là, duquel je vais révéler une carte à la fois pour activer mes seigneurs. La carte passe, elle est utile uniquement si vous avez un seul seigneur en jeu et que c'est... ben oui, en fait, uniquement si vous avez un seul seigneur en jeu. Parce qu'évidemment, si vous avez un seul seigneur en jeu, vous avez trois cartes maximum. Vous ne pouvez, en théorie, là-dedans, vous ne pouvez pas mettre de cartes, pas juste en théorie, vous ne pouvez pas mettre de cartes de seigneurs qui ne sont pas sur le jeu dans ce deck-là.
Mais 6, on fait le tour assez vite, là. Même si vous avez deux seigneurs en jeu puis que c'est l'été, ben, normalement, vous avez de quoi remplir votre deck de 6 cartes. Même si vous révélez, par exemple, Knud et Abel, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de faire quelque chose avec Knud et Abel. Vous pouvez juste dire, ben, Knud et Abel font rien, on passe au prochain appel, là. Fait que la seule fois où vous allez utiliser vos cartes pour passer, puis j'ai déjà vu ça 2 fois, là, c'est dans le cas où vous avez un seul seigneur en jeu. Parce que là, même l'hiver, vous devez mettre 4 cartes dans votre deck. Au printemps, 5 cartes, puis à l'été, 6 cartes. Fait que là, vous n'aurez pas assez de cartes de ce seigneur-là là, pour remplir votre deck. Fait que c'est là que les cartes de passe. Fait qu'au moins, là, ça vous permet quand même de séquencer là, vos 3 pauvres cartes d'activation vont être situées où exactement dans votre deck. Fait que c'est ça, on prépare le deck comme ça. Le chiffre qui est ici là, est un rappel poli de la valeur de commandement du seigneur, là. Parce que là, on va voir dans la phase de campagne, là, c'est plus le lordship qui est important, puis c'est plus le service, puis c'est plus la fidélité, là, c'est la valeur de commandement du seigneur. Alors ça, c'est fucking important, c'est pour ça qu'on a ça directement sur la carte. Puis je l'ai jamais dit, je pense, là, mais c'est ce chiffre-là aussi qu'on retrouve sur le cylindre, là. On ne voit pas super bien dans Vassal, là, mais sur le cylindre, à côté de l'écusson là, du Seigneur, là, vous avez le chiffre en bas à droite. Là. Encore là, c'est sa valeur de commandement. Évidemment, on la retrouve sur le tapis des seigneurs ici. Fait que je fais mon deck, le russe fait son deck. Là, je pense même que j'ai joiné la game en solo. Là, fait que, tiens, on va faire ça. Fait qu'admettons, tiens, Gavrilo, Vladislav. On va alterner le Gavrilo, Vladislav, Gavrilo, puis Vladislav. Donc, voilà, c'est parti. Et là, puis vous allez comprendre pourquoi vous allez agoniser là-dessus, là, c'est que là, en commençant par le teuton va révéler la première carte de son deck, va activer ce seigneur-là. Ensuite, le russe va révéler la première carte de son deck, va activer ce seigneur-là, et on alterne comme ça à toi, à moi, jusqu'à temps qu'on ait épuisé les decks. Alors là, il y a une grosse guessing game, et ce deck-là, on ne peut plus y toucher une fois qu'il est fait, on ne peut pas l'ajuster. Les ordres sont donnés, les commandes sont données, puis that's it, vos seigneurs vont bouger dans cette séquence-là, là. Fait que là, des fois, moi, ça m'est arrivé, là, c'est transparent à mon adversaire, faites-vous-en pas, là, personne n'a souffert de ce syndrome-là, mais ça m'est arrivé, moi, d'agoniser des fois, là, 15-30 minutes en avant de cette fenêtre-là, là. Je ferais pas ça en personne, mais là, tu sais, tu regardes et tu dis, OK, s'il bouge Gavrilo en premier, je suis mieux de bouger Herman en premier, mais sinon, j'ai avantage à bouger Knud et Abel. Mais là, s'il bouge Vladislav en premier, par exemple, puis là, on devient là, dans il sait que je sais qu'il sait que je sais. Là, on est rendu là-dedans, là, de dire un peu, comme je dis, un peu là, le guessing game, le bluffing, là, puis d'essayer de séquencer nos affaires, parce que des fois, si un bouge en premier, il peut aller protéger une place forte avant que vous ayez le temps de vous rendre. En tout cas, là, il y a toutes sortes de choses à considérer là-dedans. C'est vraiment délicieux. C'est pas le premier jeu qui fait ça, mais c'est toujours très intéressant et très intriguant comme mécanique là, de bâtir un deck de même. Quand on révèle un seigneur, fait que là, je clique ici, puis je révèle un seigneur, ben là, j'ai révélé mon ami Herman. Ben, c'est là qu'Herman est comme activé, si on veut. Et Herman peut dépenser là, le nombre de points de commandement qu'il a à sa disposition. Alors encore là, tous les seigneurs ne sont pas créés égaux. Fait que Herman a 3 points de commandement, Yaroslav a 2 points de commandement. Puis je l'ai retrouvé, le pied de céleri qui n'a qu'un seul de valeur de commandement. Je le cherchais du côté russe, mais c'est un teuton. Heinrich n'a qu'un seul point de commandement. C'est que c'est pas beaucoup, là. En tout cas. Bref. Et ça va être l'objet de nos prochaines vidéos. Tout ce que vous pouvez faire avec des points de commandement, parce que là, vous pouvez vous déplacer, vous pouvez ravager, vous pouvez taxer votre peuple. Il y a toutes sortes d'affaires que vous pouvez faire, là. Fait que ça, on va voir ça là, dans les prochaines vidéos. Ça va prendre plus qu'une vidéo pour couvrir tout ce que vous pouvez faire avec des commandes, mais pour l'instant, sachez que quand vous révélez une carte, le seigneur qui est révélé peut utiliser là, son nombre de points de commandement. Petite chose à parler parce que ça se fait ici. Après que vous avez fait votre plan, vous pouvez prendre deux seigneurs qui sont situés à la même localité amie et vous pouvez en prendre un et le mettre par-dessus l'autre. Il n'y a pas de façon magique de faire ça vraiment dans. Non, je pense pas qu'il y ait de façon magique de faire ça dans Vassal. Moi, personnellement, je le fais comme ça, là, à moins que quelqu'un ait une autre façon. Là. Là, ce que ça veut dire, c'est que Q2 Abel est devenu un lieutenant. Alors, il est le lieutenant de Yaroslav qui est en dessous.
Et pour la prochaine, pour la phase de campagne qui s'amorce, là, on va ignorer toutes les cartes de Yaroslav parce qu'il est un subordonné de Knud et Abel. Et chaque fois qu'on va révéler une carte de Knud et Abel, là, ben, Yaroslav, il suit comme un petit chien. Alors, à chaque fois que Knud et Abel va se déplacer, Yaroslav se déplace, ils se battent ensemble, ils retraitent ensemble, là, sont vraiment considérés, c'est comme si vous mettiez de la colle sur les deux cylindres là, pour la durée de la phase de campagne. Ça peut être reconduit ou non à la prochaine phase de plan, là. Mais pour l'instant, fait qu'évidemment, si vous le faites consciemment. Fait que mettez pas de carte de Yaroslav dans votre deck de commandement, là, parce que ça va être des cartes brûlées, là. Mais c'est une façon de déplacer les seigneurs plus efficacement, là, plutôt que d'avoir une carte de Knud et Abel qui se déplace, puis une carte de Yaroslav qui se déplace, ben on est capable avec la carte de Knud et Abel dans ce scénario-là de déplacer les deux d'un coup. Alors évidemment, ils ne peuvent pas être assiégés au moment où vous faites ça, là. Ils doivent être ensemble là, dans la même localité, là, mais sans être assiégés, là. Je me suis peut-être trompé en le disant, là, mais ça n'a pas besoin d'être une localité friendly. Ils n'ont juste pas besoin, il ne faut juste pas qu'ils soient assiégés. Assiégés, ils n'iront pas bien loin de toute façon. Là, ben, s'ils sont assiégés, vous ne pouvez pas faire cette passe-là. Mais sinon, dès qu'ils sont dans la même localité, même si c'est pas friendly, vous avez le droit de le faire. Aucun d'entre eux ne peut être un maréchal, un marshal. C'est la dernière affaire qu'on n'avait pas parlé là, sur les plateaux, là. Chaque camp a la possibilité d'avoir deux maréchaux, là. Deux maréchaux, en tout cas. Deux marshals en anglais. Fait que du côté teuton, l'ultime maréchal, si on veut, là, c'est Andreas von Felben. Alors, sur son plateau, c'est écrit Marshall, puis sur son cylindre aussi, là, on voit l'espèce de rond doré là, sur le dessus du cylindre. Là. Ça, c'est pour dire que c'est un maréchal potentiel. Alors, si Andreas est sur le jeu, c'est lui le maréchal. Et je dis ça parce que le maréchal ne peut pas être un lieutenant et ne peut pas être un subordonné non plus. Alors, le maréchal, c'est pas vrai qu'il va être un subordonné. Puis on va voir dans les prochaines vidéos, là, c'est totalement pointless de mettre un maréchal lieutenant, parce que anyway, le maréchal, c'est comme l'espèce de chef de la gang, puis il peut traîner n'importe qui quand il veut. Vous n'avez même pas besoin d'y penser à l'avance, puis de préparer ça à l'avance. Et pour deux seigneurs qui ne sont pas des maréchaux, là, vous pouvez décider qui va être le lieutenant, qui va être le subordonné, en autant qu'ils sont à ce moment-là dans la même localité. Alors, chaque camp a un plan B. Dans le cas des Teutons, c'est Hermann le plan B. C'est écrit ici Marshall, point d'interrogation, if no Andreas. Alors, si Andreas n'est pas sur le jeu, mais que Hermann est sur le jeu, Hermann peut être le maréchal. C'est pour ça là, qu'il a le petit. Ah, si, c'est bien fait dans Vassal, sacrément. Fait que je vais faire undo, là. Parce que dans le jeu physique, Herman vient avec deux cylindres. Un avec le rond doré, puis un pas de rond doré. Fait que si Andreas est sur le jeu, vous mettez le cylindre de Herman qui n'a pas le rond doré, parce que c'est plus lui qui peut être maréchal. Mais si Andreas n'est pas sur le jeu, comme au début de la campagne, vous mettez le cylindre d'Herman avec le rond doré. Puis pourquoi je capote, c'est parce que dans le module vassal, quand je recrute Andreas von Felben, checkez ça, n'ajustez pas votre appareil, je fais undo. Fait que là, j'ai ce cylindre-là d'Hermann. Quand je recrute Andreas von Felden, je me retrouve avec le cylindre normal d'Hermann pour montrer que ce n'est plus lui qui est maréchal. Ce module ne cessera jamais de me surprendre. Puis bon, ce n'est pas une surprise, mais du côté russe, c'est Alexander qui est le maréchal suprême. Et Andrei peut être maréchal si Alexander n'est pas sur le jeu. Alors, comme je dis, chaque camp a un plan A et un plan B comme maréchal. On va voir là, dans les déplacements là, comment le maréchal peut aider. Là. Mais j'en parle là parce que quand vient le temps de former des paires, là, lieutenants subordonnés, là, aucun des deux ne peuvent être des maréchaux. Ça n'arrive pas souvent là, de faire des lieutenants, mais ça l'arrive des fois. Si vous prévoyez faire beaucoup de chemin avec deux seigneurs qui, anyway, vont s'en aller à peu près dans le même coin puis qui sont au même endroit en ce moment, pourquoi pas. Et la dernière chose dont je vais parler tout de suite, puis ça va nous servir abondamment pour des prochaines vidéos, là. Fait que quand on active un seigneur, c'est parfait. Le seigneur va dépenser ses points de commandement. Certaines actions que le seigneur va faire avec ses points de commandement sont particulièrement épuisantes et vont exiger qu'il se nourrisse lui-même et qu'il nourrisse ses troupes à la fin de sa carte de commandement. OK? Donc, ce marqueur-là là, s'appelle
un nom un peu curieux, là. Moved fought. Alors, pour dire, le Seigneur a bougé ou s'est battu, là. C'est les fameuses tâches un peu plus physiques que je parlais tantôt, là. Fait que généralement, là, dès qu'un Seigneur va s'être déplacé lors de sa carte de commandement ou qu'il va avoir combattu, il va se retrouver avec ce marqueur-là. Et à la fin de chaque carte de commandement, systématiquement, une carte teuton ou une carte russe, on regarde tous les seigneurs sur le jeu qui ont un marqueur comme ça, et c'est le temps de nourrir les troupes. Et là, c'est là où le jeu a sa réputation un peu là, de gestion d'épicerie, là. Et ben, parce que vous allez voir à quel point ça peut être impardonnable. Alors, nourrir les troupes, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, qu'à la fin de n'importe quelle carte de commandement, tous les seigneurs qui ont un marqueur comme ça, alors dans ce cas-là, Herman a un marqueur comme ça, alors il doit dépenser là, une provision pour nourrir ses troupes. Alors là, dans ce cas-là, il y a une provision, c'est parfait, fait qu'il la dépense, et là, ses troupes sont nourries. Là, vous aurez deviné qu'une fois qu'il a fait ça, il n'y a plus de provision. Alors là commence le stress. Vous allez me dire, on a assez de jobs, on a assez de stress dans la vie avec nos emplois, nos jobs. Ben, vous allez stresser avec ce jeu-là, là, parce que là, vous allez dire, oh là, Herman n'a plus de bouffe, donc là, il doit se trouver de la bouffe. Bon, on va voir, en été, c'est un petit peu plus facile, mais en hiver, c'est un peu plus d'ouvrage, là, comme vous l'aurez deviné, là. Il y a quand même pas mal de bouches à nourrir, là. Mais bon, alors, si le Seigneur est capable, il n'y a pas de problème, et il le fait. Et il peut dépenser un marqueur de provision ou un marqueur de loot. Alors rappelez-vous, le loot, là, c'est pas des pièces d'or, là, parce que ça serait un peu dur à chiquer, puis ça serait un peu dur sur la digestion de vos troupes, là. Le loot, souvent, c'est du bétail. Alors, évidemment, le Seigneur aurait probablement aimé mieux les mettre dans un enclos et faire grossir son troupeau puis en profiter, là. Mais bon, le loot étant du bétail, là, un coup mal pris, là, ben on saigne les vaches, puis on se fait des steaks sur un feu de camp, là, puis on mange. Donc, on peut nourrir un seigneur autant avec de la provision qu'avec du loot. Le loot, pour payer un seigneur, rappelez-vous, il faut être absolument dans une localité qui est friendly. Par contre, pour manger, les seigneurs peuvent manger du loot n'importe où. Là où on rigole, où on ne rigole pas, et c'est un chiffre magique dans ce jeu-là, si le seigneur a 7 troupes ou plus, rappelez-vous ce chiffre magique de 7. Si le seigneur a 7 troupes ou plus, ça commence à faire du monde et ça commence à faire des bouches à nourrir. Quand vient le temps de se nourrir, il doit dépenser 2 de bouffe. Et là, c'est ça, aïe aïe, ça commence à être... Fait que là, ça, on va beaucoup hésiter. Il y en a quelques-uns comme Knud et Abel, juste pour faire chier, commencent avec 5 troupes et ces 3 vassaux ont 2 troupes. Alors, dès que vous recrutez un vassal de Knud et Abel, il pogne le chiffre magique de 7. Herman, là, je peux démancher ça, là, je pense, là, puis revenir à son petit setup initial. Fait qu'Herman, au début, a 4 troupes. Si vous recrutez un vassal, là, ça, c'est un autre chiffre magique. Il arrive à 6 troupes juste. Alors, il y a comme le maximum de troupes qui coûte 1 de bouffe pour se nourrir. Là, vous avez une certaine autorité, mais pas au point d'aller contre les besoins vitaux des gens. Alors, les seigneurs doivent se nourrir si possible. Vous ne pouvez pas être chiche, être cheap et dire ah non, je préfère ne pas nourrir ce seigneur-là. Si le seigneur a de la bouffe, il va la flober. Si le seigneur a du loot, il va la. Si vous avez le choix, vous pouvez dépenser des provisions ou du loot. Mais une chose est sûre, le seigneur va se nourrir s'il est capable de se nourrir. Et pis encore, si le seigneur est avec un autre seigneur sur la même case, puis que les deux ont un marqueur là, comme quoi ils se sont déplacés, là, ben, chaque seigneur va d'abord commencer par se nourrir lui-même, mais après ça, s'il lui reste de la bouffe, puis que l'autre seigneur à côté n'a plus de bouffe, ben là, le seigneur va mettre sa bouffe aussi là, à disposition de l'autre. Alors même ça, vous pouvez rien contre ça, là. Fait que, par exemple, si on est dans une situation comme ça, puis Herman est avec Yaroslav, puis que les deux ont un marqueur de déplacement, puis là on arrive, puis c'est le temps de nourrir les troupes. Bon, ben les deux ont 6 troupes ou moins, ça va lui coûter juste un de bouffe, mais mettons qu'Yaroslav en a pas de bouffe, lui. Bon, ben Herman va dépenser sa bouffe pour se nourrir lui-même, et après, malheureusement, son beau loot, là, qu'il voudrait peut-être garder, même s'il s'en crise de Yaroslav, là, il va être obligé de dépenser son loot pour nourrir Yaroslav et ses troupes. On ne peut pas, là, en résumé, on ne peut pas être cheap. On ne peut pas
contourner la nécessité là, de nourrir les troupes là, des gens qui en ont besoin. Puis évidemment, après, vous enlevez le marqueur et tout va dépendre de ce que vous allez faire là, lors de la prochaine carte, là. OK. Autre chose, voilà. Fait que là, la question qui tue, évidemment. Qu'est-ce qui arrive si vous n'êtes pas capable? Qu'est-ce qui arrive si vous n'êtes pas capable de nourrir les troupes? Alors, le bon Herman, là, même s'il n'a pas de bouffe, là, qu'à cela ne tienne, je bouge et je m'en vais me promener en Russie. Puis là, je me retrouve avec un marqueur, là, comme quoi je me suis déplacé ou j'ai combattu. Puis là, vient le temps de nourrir, mais pas de bouffe, pas capable de nourrir Herman, pas d'autres seigneurs à côté de lui qui peuvent le nourrir. Que se passe-t-il? Ben, c'est là que son marqueur de service à notre ami Herman se déplace d'une case vers la gauche. Alors, il est un petit peu en crise de la façon dont sont gérées vos affaires. Et puis là, la frustration s'accumule de lui et de ses troupes et ça vient raccourcir sa durée de service. Fait que voilà. Fait que faut pas trop faire ça, là, parce que la seule bonne nouvelle peut-être, c'est que même si Herman est exactement dans la même situation, mais qu'il avait 7 troupes ou plus, son marqueur de service bouge quand même uniquement d'une case. Donc, même si ça lui prendrait 2 de bouffe pour se nourrir, erreur classique probablement faite dans beaucoup de chaumières, les gens pourraient rapporter, oh ben là, il manque 2 de bouffe, fait que je déplace son marqueur de service de 2 cases. Non, il n'a pas été capable de bouffer. Son marqueur de service bouge d'une case vers la gauche. À noter que si dans une situation comme ça, Herman avait eu une seule provision, ce qui n'est pas suffisant pour nourrir tout le monde, ben vous aurez deviné que quand même, pour lui, c'est mieux que rien, là. À sa place, vous feriez pareil. Il dépense son marqueur de provision et son marqueur de service bouge vers la gauche parce qu'il n'y a pas eu assez de bouffe pour nourrir tout le monde. Fait que c'est ça. Puis là, on peut voir ça. Bon, c'est pas nécessairement qu'ils crèvent de faim, là, tu sais. Oui, c'est des provisions, mais c'est aussi, là, bon, de l'équipement, puis tout le kit, là, tu sais. Ça veut pas dire, là, que les gens tu sais, là, sont 10 jours sans manger, là. C'est pas réaliste, là, mais tu sais, là, probablement que ça mange des racines, là, puis ça mange des fruits toxiques, là, je sais pas trop quoi, là, puis sont pas trop de bonne humeur, là. Pas de la diarrhée, puis ils sont pas trop de bonne humeur, là. Fait que, tu sais, ça met pas le Seigneur dans un bon esprit de se battre et ça raccourcit sa durée de service. Fait que c'est. Puis là, je vous avertis, là, dans la phase de campagne, c'est une grosse préoccupation, là. Nourrir ses troupes, nourrir ses seigneurs, là, oui, c'est de la planification. Fait que vous allez voir rapidement si ce jeu-là ou même ce système-là est pour vous, là, parce que c'est beaucoup un jeu de gestion de logistique. OK? De traîner nos carrosses d'épicerie puis de s'assurer qu'on a de la bouffe pour tout le monde. Parce que vous allez voir avec le prochain vidéo, je pense, là, cette bouffe-là, il faut la charrier aussi avec nous autres, qui est un autre casse-tête, là. Fait que si vous êtes comme ma blonde, la première fois qu'elle a joué à Agricola, là, elle a fait des cauchemars la nuit d'après là, parce qu'il fallait qu'elle nourrisse sa famille. Là, tu sais, d'avoir une échéance comme ça, là, puis tu sais, le parallèle fort de dire faut-tu nourrir ta famille, faut-tu nourrir ta famille. Bon, dans Nevsky, on nourrit les troupes, là, vous êtes responsable de ces pauvres seigneurs-là et de leur bien-être. Là. Fait que si c'est quelque chose qui vous stresse, là, euh, ça ne fait que commencer. Là. Fait qu'on va y revenir quand je vais faire des petits refreshs, des petits rappels, mais à chaque fois qu'on va parler d'une action euh, issue des points de commandement là, qui nécessitent de nourrir vos troupes, là, je vais faire un petit rappel pour ça, pour que ça rentre, parce qu'évidemment, c'est fucking important. Alright, on va être prêt à embrayer là, pour la phase de commandement. On va probablement commencer par le déplacement, là, qui est l'action la plus commune que vous allez faire, là, ce que le jeu appelle le March. Fait que c'est probablement le vidéo qui est le prochain dans la liste. À plus!